Jérôme Chartier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de l'actualité et l'actualité immédiate, c'est la France qui entre en guerre contre les islamistes au Mali et en Somalie. Opération destinée, selon les mots du président de la République et de Laurent Fabius, à combattre le terrorisme. Vous êtes totalement derrière le chef de l'État dans cette décision et dans cette opération ? Oui, bien sûr, un constat. Le terrorisme islamiste est loin d'avoir disparu. On avait le sentiment, avec le désengagement des forces françaises en Afghanistan, on pouvait avoir le sentiment que cela appartenait au passé. Il n'en est rien, bien au contraire. L'engagement des forces françaises au Mali montre que le terrorisme islamiste a des foyers qui se développent un peu partout. Il est possible que la France doive s'engager dans d'autres foyers, et je serai toujours aux côtés du gouvernement pour l'engagement, pour lutter efficacement contre toute forme de terrorisme. Alors, hier, le ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, a dit que les deux opérations au Mali et en Somalie étaient déconnectées. On a vu malheureusement que l'opération en Somalie est un terrible échec puisque l'otage est mort, 2 soldats sont morts, ou en tous les cas, on est sûr qu'un soldat est mort, l'autre a disparu. Les Chebabs terroristes disent qu'ils le retiennent en otage. M. Le Drian, ce matin, interrogé là-dessus à Europe 1, n'a pas démenti. Il n'a pas dit oui, mais il n'a pas dit non non plus. Alors, est-ce que ça vous étonne, cette coïncidence de calendrier entre les deux opérations ? Non, j'ai lu surtout qu'à plusieurs reprises, cette opération qui devait intervenir pour libérer un otage qui appartient à la DGSE en Somalie avait été programmée, qu'elle avait été programmée à plusieurs reprises pour des questions d'organisation, pour des questions opérationnelles. En l'occurrence, elle a eu lieu le même jour. Je pense que si elle a eu lieu le même jour, c'est parce que l'engagement des forces françaises au Mali pouvait faire peser un risque important sur le sort de notre otage en Somalie. Et en l'occurrence, j'ignore aujourd'hui si cet otage est vivant. J'ai cru comprendre qu'il était malheureusement décédé. Je le regrette vivement. J'ai une pensée pour sa famille aujourd'hui, comme j'ai une pensée pour la famille du soldat qui est mort à cette occasion. Alors, il y a, Jérôme Chartier, un engagement de l'armée au Mali. On ne sait pas pour quelle durée. Jusqu'à quel point vous soutiendrez cette opération au Mali ? Ce n'est pas une histoire de quelques jours. Chacun le sait, qu'elle soit au Mali ou qu'elle soit face à d'autres foyers de terrorisme que l'on va pouvoir identifier dans les mois à venir, où la France décidera d'intervenir dans les mois à venir. C'est une longue histoire, l'histoire de la lutte contre le terrorisme. Elle ne date pas d'hier. Nicolas Sarkozy en avait fait l'une des pierres angulaires de sa présidence de la République. Il avait voulu être aux côtés des Américains en Afghanistan. Il avait veillé à plusieurs reprises à mettre fin à toute forme de dictature qui encourageait d'une façon directe ou indirecte le terrorisme. C'était un engagement très fort de Nicolas Sarkozy, de son Premier ministre François Fillon. Bien sûr, dans cette lignée, je m'inscris en soutien du gouvernement pour lutter jusqu'au bout contre toutes les formes de terrorisme. Mais chacun le comprend bien, cela prendra du temps, cela prendra aussi beaucoup d'énergie. Cela prendra aussi, c'est vrai, beaucoup d'engagement de la part des militaires français pour lutter efficacement contre le terrorisme. C'est une mission, c'est un devoir. C'est une mission pour l'ensemble des nations démocratiques. C'est un devoir pour la France, pour protéger les ressortissants français, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire. Mais alors, pour vous, monsieur le député Jérôme Chartier, ça va quand même être compliqué parce que quand il y a la guerre, il y a une unité nationale, comme vous venez de nous le dire, mais alors ça va être difficile pour un parti d'opposition de s'opposer dans ces conditions ? Non, il y a de nombreux sujets d'opposition. On parlera sans doute tout à l'heure de l'accord sur ce que Michel Sapin, le ministre du Travail, dit avoir gagné au titre de la flexibilité du marché du travail. Je le redirai tout à l'heure. Il n'en est rien. On est passé à côté d'un accord qui aurait pu être un très grand succès pour le marché de l'emploi. En l'occurrence, malheureusement, on a échoué. Quand je dis « on », c'est la France qui a échoué. Le gouvernement
gouvernement, je pense, a mal conduit cette négociation. Le gouvernement aurait été très avisé de réussir ce qui aurait pu être un tournant majeur pour le marché du travail. 30 000 Français par mois au minimum et en moyenne depuis le mois de septembre poussent la porte de Pôle emploi. Il faut en finir avec cette catastrophe nationale du marché du travail. On va naturellement en parler puisque c'est la nouvelle de la semaine que cet accord passé entre le syndicat et les patronats. Mais si on peut rester un moment sur ce qui se passe aujourd'hui au Mali, vous avez rappelé la position de Nicolas Sarkozy sur l'Afghanistan. En Libye aussi, Nicolas Sarkozy avait obtenu l'accord de l'ONU, de l'OTAN, de la Ligue arabe. Il était soutenu. Là, est-ce qu'il n'y a pas le risque de se retrouver seul ? Non, et en première ligne. J'ai entendu les Américains tendre la main au gouvernement français, leur apportant leur soutien. Cela signifie que la France n'est pas seule. Elle est loin d'être seule. Elle n'est pas seule dans ce combat, puisque c'est un combat qui concerne toutes les démocraties occidentales et les démocraties du monde. C'est un combat dans lequel la France s'est retrouvée engagée aux côtés des Américains, notamment en Afghanistan. Et je suis convaincu qu'il y a une alliance objective de toutes les démocraties contre le terrorisme. Oui. Bien sûr, mais ce matin, je ne sais pas si vous avez entendu Noël Mamère, par exemple, qui dénonçait la façon de faire, plus sur la forme d'ailleurs que sur le fond, du gouvernement au Mali. Il aurait voulu, lui, un débat au Parlement. Est-ce que c'est votre cas, par exemple ? Non, le débat au Parlement n'est pas de rigueur lorsqu'il faut intervenir. On ne va pas intervenir après un débat, qu'il y ait un débat. Ensuite, lorsque l'engagement a eu lieu, au bout d'un mois, ça c'est Nicolas Sarkozy. Au bout d'un mois, ça veut dire qu'il y a un risque d'enlisement. Non, en l'occurrence, si les forces françaises continuent à intervenir au Mali d'ici un mois, je ne le sais pas, personne ne le sait. En revanche, Nicolas Sarkozy, dans la révision des institutions, avait prévu justement le principe que lorsqu'il y a engagement des forces françaises, il y ait systématiquement un débat, ce qui fait qu'il y aura un débat au Parlement, mais ça serait tout à fait impossible, inimaginable, et puis même contre-productif qu'il y ait un débat avant tout engagement des forces françaises. Vous imaginez, on préviendrait les personnes que l'on cherche à combattre. Alors, on va parler de l'opposition. Jean-François Copé et François Fillon se sont vus mardi dernier. Ils ont convenu de mettre en place une direction collégiale. La nouvelle élection à la présidence de l'UMP étant fixée pour septembre prochain. Et la dissolution du rassemblement UMP, c'est en principe, vous allez nous le confirmer, pour mardi prochain. Est-ce qu'on peut considérer que la page est tournée ? Oui, la page est tournée et définitivement, il y a une volonté d'une union sacrée pour que l'UMP soit ce parti d'opposition, un parti d'opposition fort, un parti d'opposition crédible, un parti d'opposition qui accomplit sa responsabilité à la fois en s'opposant et en proposant, et qui le fait conformément à l'attente de tous les Français qui ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans le gouvernement de M. Hollande et de M. Ayrault. Ils sont très nombreux, on a pu l'observer à de nombreuses reprises, notamment lors des élections législatives partielles. Ces Français ont besoin d'une UMP forte et rassemblée, et en l'occurrence, cette UMP forte et rassemblée prendra toute sa réalité à partir de mardi. Mardi, c'est le jour de l'annonce de la nouvelle direction collégiale de l'UMP. Une direction collégiale, mais enfin, il faudra quand même attendre septembre pour savoir exactement qui sera votre président. Alors, est-ce que François Fillon sera candidat à la présidence de l'UMP ? Ça, c'est lui qui vous le dira, et comme il l'a dit, il vous le dira au mois de juin prochain. Il s'est laissé le temps de la réflexion, je pense qu'il a raison. Oui, mais enfin, le temps de la réflexion, alors on a envie de dire, mais enfin, alors tout ça pour ça ? Non, tout ça pour pouvoir faire de l'UMP un grand parti démocratique et un grand parti au sein duquel existe l'expression des sensibilités. Il y avait un devoir, c'était de transformer l'UMP qui avait été construit en 2002 pour être un parti de soutien à la majorité, un parti de soutien au président de la République. Il fallait transformer l'UMP qui était passé dans l'opposition en un parti démocratique qui laisse s'exprimer les sensibilités en son sein. Ce n'était pas facile.
Il fallait pour cela accomplir une forme de révolution copernicienne de l'UMP. Cette révolution a eu lieu finalement à l'occasion de cette élection ratée à la présidence de l'UMP. Ça signifie aujourd'hui qu'une commission va se mettre en place pour réviser les statuts, pour faire en sorte qu'il y ait une vraie démocratie interne, pour faciliter, favoriser l'expression des sensibilités, bref, pour permettre à l'UMP d'être un grand parti, qu'il soit dans l'opposition ou dans la majorité. Donc, direction collégiale, copéiste et filloniste. Et qu'est-ce que vous faites de ceux qui ont refusé de prendre position, comme NKM ou d'autres, ce qu'on a appelé les non-alignés? Je sais que Nathalie Kosciusko-Morizet sera dans la commission de révision des statuts. Je suis certain que d'autres non-alignés, comme vous dites, s'y retrouveront. C'est très bien, c'est très utile. Ils ont beaucoup de choses à dire, à apporter, à exprimer, notamment lorsqu'ils ont été candidats et qu'ils n'ont pas pu l'être finalement parce qu'ils n'avaient pas recueilli le nombre de signatures qui, il faut le dire, était extrêmement élevé et ne permettait pas véritablement l'expression de la démocratie à l'UMP. Donc ce sera ouvert à d'autres candidatures. C'est tout l'objectif. L'objectif, c'est d'assouplir les conditions de candidature à la présidence de l'UMP de telle sorte que davantage de candidats puissent présenter leur candidature et puissent par conséquent solliciter les suffrages des adhérentes de l'UMP. Et vous souhaitez que les candidats, enfin les présidents, le futur président de l'UMP soit candidat à la primaire pour 2016 ? C'est très compliqué à interdire. Je vous laisse imaginer un candidat devenant président de l'UMP et qui devient spontanément, après quelques mois, extraordinairement populaire. Alors il faudrait lui interdire, alors que ça serait notre meilleur candidat, de présenter sa candidature à la primaire. C'est totalement impossible, c'est inimaginable. En revanche, que l'on veille à ce qu'un président de l'UMP qui décide d'être candidat se retire de ses responsabilités dans un délai suffisamment important, de telle sorte de garantir l'équité à chaque candidat s'agissant de la candidature à la primaire. Oui, ça me semble indispensable. Alors, et pour les municipales, c'est déjà l'an prochain, hein, est-ce que François Fillon sera candidat à la primaire pour Paris ? Ah, c'est beaucoup de questions sur François Fillon, mais c'est des questions qu'on se pose aussi. Mais bien sûr, je comprends bien. Dans quelques semaines, il y aura le processus de désignation des candidats pour les grandes villes. Ça sera le rôle de la commission d'investiture. C'est une commission d'investiture qui sera, je crois, coprésidée par François Fillon et par Jean-François Copé, dans laquelle Christian Estrosi et Jean-Claude Gaudin auront toute leur place, ainsi que d'ailleurs d'autres personnes qui rejoindront cette commission d'investiture. Elle remplira son rôle pour Paris, comme pour toutes les autres villes qui sont à conquérir. Elles sont nombreuses aujourd'hui. Il y a des équipes qui se sont mises en place depuis des mois pour pouvoir accomplir un devoir de contradiction politique dans ces communes, et en l'occurrence qui ont envie d'emporter ces communes aux prochaines élections municipales de 2014. Donc ça ne concerne pas seulement Paris, ça concerne toutes les villes de France. Tout le monde parle de Paris. D'ailleurs, vous savez bien qu'il y a une rumeur qui court selon laquelle Nathalie Kosciusko-Morizet aurait été approchée pour se présenter. D'ailleurs, ce qui permettrait à certains ennemis de Rachida Dati, en tous les cas, d'embêter la dite Rachida Dati, qui verrait sa tâche bien compliquée pour devenir maire de Paris éventuellement. Oui. Mais j'adore la formule qui dit « Paris n'est pas la France ». Et j'aime bien la rappeler, surtout à l'occasion de la procédure de sélection pour les candidats dans toutes les communes de France. Mais on sait que c'est un marchepied vers l'Élysée. On l'a vu déjà avec un ancien président. Jacques Chirac a été longtemps maire de Paris, puis ensuite il a été 12 ans président de la République. M'autorisez-vous à dire que les conditions ont changé s'agissant de la vie politique. On change vraiment de braquet, on change d'organisation, on change de façon de faire. Ça veut dire notamment que les questions de marchepied ne sont plus exactement celles qui existaient naguère. Je pense à l'actuel président de la République, François Hollande, qui en l'occurrence n'était ni dirigeant du Parti socialiste, ni maire d'une très grande ville, et ce qui ne l'a pas empêché de devenir président de la République. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les circonstances sont très différentes, et puis parfois, il y a la part d'imprévu, comme chacun sait, comme là aussi on a pu l'observer s'agissant du candidat socialiste il y a 1 an et demi maintenant. Donc laissons l'organisation
de la commission d'investiture décider de qui devra être candidat en fonction des candidatures qui s'expriment et en fonction des souhaits de chacun. S'agissant de François Fillon, pour ne pas tourner autour de votre question, c'est lui-même qui l'exprimera. Il s'est laissé un peu de temps et je pense qu'il a raison. Il s'est laissé quelques mois pour prendre sa décision définitive, tant s'agissant de la présidence de l'EMP que s'agissant de la capitale Paris. Et il l'exprimera le moment venu. Ça veut dire quoi le moment venu? Ça veut dire probablement au cours du deuxième trimestre de l'année 2013. Alors on va parler, si vous voulez bien, de la manifestation de cet après-midi, manifestation qui est annoncée comme une manifestation de masse, avec 3 défilés qui vont converger sur le Champ de Mars. Jean-François Copé y va, François Fillon n'y va pas. Vous avez dit vous-même que vous alliez saluer les manifestants, comme André 23 d'ailleurs, mais on aimerait comprendre, ça veut dire quoi saluer une manifestation? D'abord, je vous remercie de ce rapprochement avec le cardinal André 23, qui me rend très fier. C'est ce qu'il a dit aussi. C'est vrai, néanmoins, j'ai beaucoup de respect pour le cardinal André 23, et je ne pense pas atteindre son niveau tant de réflexion que d'ampleur. C'est un homme qui m'impressionne, c'est un homme pour qui j'ai un immense respect pour son engagement, et en l'occurrence l'engagement, il l'a exprimé, s'agissant aujourd'hui des manifestants qui vont faire part de leurs convictions, s'agissant de ce que les socialistes appellent ce mariage pour tous, mais qui est tout simplement l'élargissement du mariage entre 2 personnes du même sexe. Je vais aller saluer les manifestants parce que je respecte leur engagement, mais moi je souhaite un débat. J'estime qu'aujourd'hui, on vole le débat aux Français. Vous voulez un référendum également? Oui. J'ai vu que 115 députés parlementaires UMP avaient signé une pétition pour un référendum. Vous avez signé cette pétition? Je m'inscris dans cette démarche. Pourquoi? Parce que le référendum conduira inévitablement au débat. La question du mariage est une question fondamentale pour la société française. Le mariage, c'est une institution qui a plus de 14 siècles. C'est une institution sous ce mode qui existe aujourd'hui et qui est très ancrée en France, qui est très ancrée dans la société française. De toute façon, tout serait sur la question. Quelle question pour le référendum? Parce qu'on a vu, selon les sondages, que les Français sont majoritairement pour le mariage et majoritairement contre l'adoption. Me permettez-vous de dire qu'il faut surtout que les Français en débattent et en parlent. Aussi de l'adoption, mais qu'ils parlent de la procréation médicale assistée, qu'ils parlent de toutes les conséquences de l'élargissement de la notion de mariage. Je crois que ce débat, les Français en ont besoin. D'ailleurs, les Français ne sont pas forcément figés sur chacune de ces questions. Et là aussi, les sondages le disent, et on voit l'évolution d'ailleurs de la tendance et de la pensée des Français dans les sondages depuis 6 mois. Ça veut dire que les Français ont besoin d'un débat. Ça veut dire que leur opinion n'est pas arrêtée. Ce débat, les Français le méritent, la société française le mérite, et je crois que les socialistes ont tort aujourd'hui de refuser le débat aux Français. Pendant des mois, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, je les ai entendus demander davantage de concertation, davantage de débats, davantage de discussions. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils confisquent un débat central pour la société française aux Français. J'estime que ce n'est pas normal, que le gouvernement aujourd'hui dénie sa responsabilité et qu'il a tort. Parce que tôt ou tard, ce débat aura lieu. Et moi, je préfère qu'il ait lieu avant le vote de la loi plutôt qu'après le vote de la loi. Est-ce que le débat existe à l'intérieur même de l'UMP? Je veux dire, est-ce que le mariage des homosexuels, d'une manière générale, a provoqué des dissensions au sein de l'UMP? Dissensions, non. Discussions, oui. Et d'ailleurs, c'est très souhaitable. C'est normal qu'un mouvement d'aussi grande ampleur que l'UMP, qui est quand même le premier mouvement politique de France en termes de nombre d'adhérents, n'ait pas une vision unique s'agissant du mariage, de l'élargissement du mariage aux personnes de même sexe. C'est parfaitement normal, je dirais c'est presque légitime d'ailleurs. Il y a des discussions au sein de l'UMP s'agissant du mariage, mais aussi s'agissant de la procréation médicale assistée et aussi s'agissant de l'adoption. Oui, cet après-midi, il risque d'y avoir des dizaines et des dizaines de milliers de personnes à cette manifestation, voire des centaines de milliers sont les organisateurs. Bon, après, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que... Parce que le gouvernement, lui, il a dit que de toute façon, ça ne changerait rien, que la loi, elle serait votée. C'est bien ce qu'on nous a dit. Donc, comment vous, UMP, opposants, vous allez continuer concrètement à vous opposer? Dans ces conditions-là, ça paraît très difficile.
c'est quand même bizarre d'avoir un gouvernement qui soit aussi fermé s'il y a des centaines de milliers de Français qui sont dans la rue et qui expliquent les raisons pour lesquelles ils sont opposés au mariage entre deux personnes du même sexe. Et j'espère bien qu'à l'issue de ces manifestations, le gouvernement prendra la décision d'organiser et de lancer un débat national. J'entends les experts qui s'expriment et c'est très bien, c'est très utile, ça éclaire les Français. Mais les Français ont besoin de débattre entre eux. Il faut qu'il y ait un débat dans chaque commune de France, qu'il soit organisé de telle sorte que tout le monde puisse prendre la parole. Alors, j'ai bien vu la semaine dernière et les semaines passées qu'il y a des responsables politiques qui parfois même sont allés dans des écoles pour pouvoir convaincre de la justesse de leur point de vue d'élargissement du mariage. Moi, je dis que le sujet n'est pas de convaincre. Vous faites allusion à Mme Vallaud-Belkacem. Oui. Enfin, elle a bien expliqué qu'on lui avait posé la question alors qu'elle était là, pas pour défendre le mariage homosexuel, mais pour parler de la lutte contre les discriminations envers les homosexuels. C'est pas tout à fait la même chose. J'entends bien la nuance, mais dans la réalité, ce qu'elle a fait, c'est quand même de défendre le mariage homosexuel. En l'occurrence, elle a une responsabilité lorsqu'on est membre du gouvernement. Cette responsabilité, c'est de savoir veiller à l'expression des points de vue de l'ensemble des Français. En l'occurrence, elle a fait part d'un engagement beaucoup trop fort par rapport à ses convictions personnelles, que je respecte. Mais je lui demande de se rappeler qu'elle est aujourd'hui ministre de la République. Et ministre de la République, ça signifie respecter l'ensemble des points de vue des Français et veiller à ce que l'ensemble de ces points de vue puissent s'exprimer. Tel n'est pas le cas aujourd'hui et je le regrette. Je souhaite que tous les points de vue des Français puissent s'exprimer dans le cadre d'un débat national que le gouvernement serait bien inspiré d'organiser à l'issue de ces manifestations d'aujourd'hui. On parle vous avez commencé à en parler tout à l'heure, de cet accord entre les syndicats et le patronat sur la flexibilité. Accord fragile, accord un peu incertain, mais c'est un accord tout de même. Ça n'est pas une bonne nouvelle ? C'est surtout une occasion manquée. Quel était le sujet ? Le sujet de ces discussions, c'était davantage de flexibilité pour le marché du travail. Voilà quel était le sujet. Aujourd'hui, le marché du travail, et donc l'emploi des Français, est victime de son extraordinaire rigidité. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de contrats à durée déterminée par rapport aux contrats à durée indéterminée ? Simplement parce que le marché du travail a besoin de souplesse. Et que la souplesse, les entrepreneurs la trouvent à travers les contrats à durée déterminée. Voilà, c'est aussi simple que cela. Un peu de flexibilité, cela permet de donner aux Français davantage de vision sur le long terme de leur emploi, et en même temps, ça permet aux entrepreneurs d'avoir des salariés en fonction de l'activité économique de leur entreprise. C'est toujours ce qui gouverne l'emploi, c'est l'activité économique. Là, qu'est-ce qu'on offre ? On offre, c'est vrai, davantage de protection aux salariés. Je le reconnais d'ailleurs, je le salue. Il y a une taxation extrêmement modeste, disons-le, des contrats courts, dans un encadrement extrêmement déterminé. Bref, on n'a rien changé des vraies rigidités du marché du travail en France. C'est ça que je regrette. J'aurais voulu que ce soit un grand accord. C'est malheureusement un accord manqué. Mais on a quand même introduit dans cet accord un peu de flexibilité. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la CGT et FO refusent de signer cet accord. Non, elle est très légère, cette flexibilité. En vérité, c'est de la poudre aux yeux par rapport aux rigidités du marché du travail. On est extrêmement loin de ce qu'il faudrait pour que le marché du travail soit flexible en France aujourd'hui. Concrètement, dites-nous, qu'est-ce qu'il faudrait ? C'est pas très compliqué. C'est d'abord le contrat unique est la vraie solution. Il faut un contrat unique, il faut qu'on en termine avec les contrats à durée déterminée d'un côté. Vous dites c'est la vraie solution. Je me souviens que M. Sarkozy, quand il était président, quand il était candidat à la présidence, avait dit qu'il ferait le contrat unique. Oui. En fait, il est revenu là-dessus. Il ne l'a pas fait parce qu'il a vu que c'était impossible à faire. Mais surtout parce que nous avons aujourd'hui, s'agissant des négociations, une espèce d'hypocrisie politique à laquelle je souhaite qu'on mette fin. Je m'explique. Et on le voit d'ailleurs dans cet accord. 2 centrales syndicales, FO et la CGT, n'ont pas signé l'accord. Pourquoi ils n'ont pas signé l'accord ? Parce que les discussions en France sont organisées de telle sorte que la tutelle de l'État est permanente. Et tout le monde le sait, et surtout les centrales syndicales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour les centrales politiquement, c'est formidable de dire on ne signe pas, en même temps d'aller signer les accords d'entreprise, et en même temps d'aller signer les accords de branche. Mais c'est totalement déresponsabilisant, puisque les syndicats peuvent se permettre de ne pas signer, sachant que la tutelle de l'État est là. Je souhaite
qu'on mette fin à la tutelle de l'État dans les négociations syndicales. Ça veut dire de laisser l'entière responsabilité aux partenaires sociaux de boucler des accords. Et si les partenaires sociaux ne bouclent pas ces accords, alors c'est leur responsabilité. Mais ce n'est plus la responsabilité de l'État. C'est le seul moyen qu'on ait des véritables accords, s'agissant notamment de la question centrale de la flexibilité du marché du travail. La question MyBooks, MyBooks c'est un site d'actualité littéraire qui vous pose la question de votre livre de chevet. Que lisez-vous en ce moment, monsieur le député ? Alors j'ai commencé un livre hier que je vais terminer ce soir parce que c'est un livre très court et d'ailleurs qui est en contrepoint avec mon engagement sur le travail, qui est un livre de Paul Lafargue qui s'appelle « Le droit à la paresse ». Et le droit à la paresse, c'est un livre. Paul Lafargue, d'abord, c'est quelqu'un qui a une histoire politique très forte, un théoricien socialiste très déterminé, qui d'ailleurs a épousé la fille de Karl Marx et qui a, dans ce petit livre, Le droit à la paresse, expliqué toute la mauvaise logique, selon lui, bien sûr, de l'engagement des individus, c'est-à-dire des citoyens, des Français comme tous les citoyens du monde, pour le travail. Et justifiant le fait qu'on puisse avoir une autre logique que celle du travail. C'est très drôle, c'est très amusant. Il y a, je le reconnais d'ailleurs, plein de subtilités. C'est étonnant de votre part quand même pour quelqu'un. Mais parce que lorsque vous avez une conviction absolue sur l'utilité du travail pour un homme, une femme, comme pour une société quelle qu'elle soit, il est toujours intéressant de se nourrir des réflexions de son opposition. Et c'est exactement ce que je fais en lisant ce livre de Paul Lafargue. Alors, il nous reste 2 minutes. Une dernière question. Je vais peut-être revenir, si vous voulez bien, sur cette affaire d'opposition, parce que si on a bien compris, quand même, l'avenir de l'opposition est plutôt sombre pour les jours qui viennent. Jusqu'en septembre, rien ne se passe. Oh non, bien sûr que non. Regardez, je vous parle de mes convictions s'agissant de cet accord raté, cet accord manqué sur davantage de flexibilité pour le marché. Nous allons avoir le contrat de génération à partir de mardi prochain à l'Assemblée nationale, discussion dans laquelle je vais prendre toute ma place. Cela signifie que l'opposition est là, que l'UMP est bien là pour jouer et remplir son rôle d'opposition. Ça signifie que l'union sacrée existe à l'UMP, une union sacrée pour faire de l'UMP un parti fort, un parti crédible et un parti qui prendra toute sa place dans l'opposition. Jérôme Chartier, député UMP du Val d'Oise, porte-parole de François Fillon. Merci d'avoir été l'invité du Grand Entretien.